Bonjour tout le monde et bienvenue pour notre session d'Afroyant in Action. Je suis Venise. Tout d'abord, nous aimerions vous remercier pour votre support continuel. Et si c'est la première fois que vous nous joignez, nous vous invitons à aimer notre page Facebook et aussi à souscrire à notre page YouTube. Aujourd'hui, Afroyant in Action a le privilège d'accueillir une jeune écrivaine camerounaise très promettante et nous espérons avec une longue carrière littéraire devant elle. Elle est connue sous le nom de Zazie, mais de son vrai nom Viviane Dié. Zazie s'est fait un nom et une réputation sur Facebook depuis plus d'1 an à travers ses chapitres qui touchent à des sujets toujours aussi pertinents à la communauté africaine. Aussi, il y a quelques mois, Zazie a publié son premier manuscrit qui aujourd'hui fait un carton dans la diaspora américaine et nous espérons que ce succès s'étendra au-delà des frontières américaines. Aujourd'hui, Zazie va nous parler de son parcours jusqu'ici, de l'accomplissement de son premier manuscrit et de ses projets futurs. Donc, nous accueillons Zazie. Bonjour. Bonjour. Nous apprécions que vous ayez pris le temps de venir et de nous rencontrer aujourd'hui. Je sais que c'est très difficile, donc merci encore. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous ai introduit brièvement, mais dans vos propres mots, qui est Zazie? Zazie est une jeune fille camerounaise originaire de la région de Kribi, dans le département de l'Océan, qui a pris son envol pour les terres étrangères en 2007 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis ingénieure en information et technologie et je suis aussi passionnée de la lecture et l'écriture. Okay. Tu as dit que tu as quitté le Cameroun en 2007. Tu es venu directement aux États-Unis ou tu es passé par d'autres cieux? Non, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai été en Afrique de l'Ouest, au Mali. Okay. Après le Mali, j'ai fait la Hongrie, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la France et les États-Unis. Et à la fin de ce trajet, pourquoi les États-Unis? Je pense que les États-Unis ont toujours été ma dernière destination. Okay. Je savais que c'est ici que je devais être, même si après mon baccalauréat au Cameroun, j'ai toujours voulu aller à Londres. Ok, en Angleterre. Oui, à l'Angleterre. Okay. Et c'était, quand vous avez quitté le Cameroun, est-ce que c'était dans le but d'aller juste pour les études en général ou est-ce qu'en ce moment-là, tu avais déjà cette idée d'avoir une carrière littéraire? Non, je dirais que je suis partie du Cameroun pour suivre les études universitaires. Ok. Et la littérature, c'est venu comme ça, dans le fond. Je n'ai pas vu venir. Ok, à quel moment t'es-tu dit c'est une direction dans laquelle je peux me lancer et essayer de faire de ça ma vie? Je pense que c'est en 2014, lorsque j'étais déjà en Amérique, parce que je suis arrivée aux États-Unis en janvier 2012. Okay. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter. Alors, je me suis lancée dans l'écriture en créant d'abord ma page Facebook très community, où j'écrivais ce qu'on appelle trivialement les chroniques. Okay. Et donc, je recevais des messages, des gens qui m'écrivaient de partout dans le monde, qui me disaient qu'ils étaient emportés par mes écrits. Certains d'entre eux me demandaient, mais Zazie, pourquoi tu ne publies pas un livre et tout. Et du coup, je me suis dit que pourquoi pas essayer de publier un roman. Mais à la base, c'était beaucoup plus pour m'amuser. Et ces chroniques, quel était le sujet? Parce que je connais la page. Et j'ai aussi plein d'amis et de tantes qui te suivent sur cette page et j'étais vraiment étonnée. Mais j'ai pas, à part le livre, j'ai vraiment pas eu le temps de vraiment visiter la page enfant et regarder quel était le sujet sur ces chroniques. Oui, mes chroniques parlent, comme je l'ai dit, j'ai annoncé la dernière fois à Houston, mes chroniques parlent beaucoup plus des biographies, des autobiographies basées sur des faits réels. Par exemple, mon prochain roman, La maîtresse du ministre,
c'est une chronique que j'ai écrite sur ma page. Ok. C'est une femme, une de mes lectrices, qui m'a écrit pour me dire, pour me raconter son histoire et me demander si je pouvais écrire son histoire sur ma page. Et alors moi je me suis dit, attends, ça c'est une histoire qui fait peur parce que cette dame a été en relation avec un ministre du gouvernement camerounais. Actuel. Oui, non, mais il n'est plus. Oh, il n'est plus actif. Oui. Ok. Et donc moi je lui ai dit, écoute, moi je peux pas écrire des trucs comme ça, on peut me poursuivre. Et puis elle m'a dit non, mais quand elle a commencé à me raconter, parce qu'on avait des séances Skype et tout, Oui. donc elle a commencé à me raconter, j'ai dit attends, je balance ton histoire sur la toile. Et la maîtresse du ministre, c'est la chronique qui m'a lancé à 5 000 francs, parce que c'était des trucs très très personnels. Et très très détaillé. Et très très détaillés. Parce que c'est un sujet sur lequel je peux aussi toucher, c'est que dans tout ce que tu fais, tu es vraiment vraiment détaillé et vraiment vraiment graphique. Donc je me demande si c'est intentionnel pour éveiller l'imagination de tes lecteurs ou tu es juste cette personne qui aime donner tous les détails. Je pense qu'en donnant plus de détails, je sensibilise plusieurs personnes parce que je me souviens quand j'ai écrit la maîtresse du ministre, j'ai reçu beaucoup de messages, des gens qui m'écrivaient, des femmes qui m'écrivaient pour raconter leurs aventures avec des hommes riches et tout. Donc moi j'écris beaucoup plus pour sensibiliser parce que je me dis que quelqu'un peut trouver du réconfort dans mes écrits, quelqu'un peut trouver la paix, des solutions à leurs problèmes. Ok. Donc j'ai fait un peu tout. Ou peut-être prévenir. Oui, oui. Ok. C'est un peu comme un signe de prévention. De prévention aussi, ok. Donc, j'ai évoqué le fait que tu viens juste de sortir ton premier manuscrit, Oui. Le poids de mon innocence. Oui. D'abord, pourquoi ce titre? Honnêtement, j'ai cherché un titre à cette histoire. Et puis un jour comme ça, je dormais et le poids de mon innocence est venu comme ça dans mon imagination et j'ai dit, tiens, c'est ce qui me faut. Parce que j'ai longtemps cherché. Le problème avec les auteurs, c'est le titre. Okay. Tu peux avoir l'histoire écrite, mais le titre, c'est la clé du roman. Okay. Parce que le titre, ça cadre très bien. Un jour, je me suis levée et j'ai pensé le poids de mon innocence. Ça cadrait très bien avec la trame de mon histoire. Et j'ai dit, c'est ça. C'est justement le titre qu'il me faut. Et j'ai lancé. Oui, donc, j'ai lu, ma partenaire a lu, et comme j'ai dit, ce livre fait vraiment un carton parmi la communauté africaine en Amérique. Je ne sais pas si tu as déjà étendu ailleurs. Et pour ceux qui n'ont pas lu ou qui ne connaissent pas le livre, comment peux-tu résumer en quelques phrases? Je dirais que mon livre, mon premier roman parle ça relate l'histoire d'une jeune fille qui a vécu une enfance assez perplexe. Et grâce à cette enfance perturbée, à cette éducation, elle n'a pas quasiment reçu d'éducation. Donc elle s'est lancée dans la débauche. Et elle a juste, je peux dire, écopé les conséquences de sa débauche. Mais à la fin, elle prend conscience de toutes ses erreurs et malheureusement, elle est une victime. Dans le livre, tu as évoqué l'éducation de Lolita, qui n'était pas vraiment soudée. Et je voudrais savoir si tu penses que les filles qui ont cette même histoire, ce même manque d'éducation, manque de parents, manque de responsabilité, est-ce qu'elles sont plus favorables à tomber dans ce genre de piège ou tu penses que ça peut arriver à n'importe qui? Je pense que les filles parce que Lolita en fait, non seulement elle a perdu sa maman quand elle avait 6 ans, elle a été prise en charge par sa tante qui ne prêtait pas trop attention à elle. Et aussi, elle ne vivait pas avec son père. Parce que si tu as perdu ta maman et que tu vis avec ton père, ça peut être différent, mais Lolita carrément ne vit pas avec son père, mais avec une tante. On sait tous en Afrique que ça peut être une tante, mais c'est pas oui. Donc je pense que c'est de là qu'elle est venue, elle a été exposée à l'extérieur et elle a été une victime. Ok. Et parlons donc de ça. En écrivant Le poids de mon innocence,
quelle était ton intention derrière? Mon intention, c'était de prévenir la jeunesse camerounaise, surtout la jeune féminine, parce que j'ai remarqué qu'en Afrique, plusieurs filles pensent que l'Europe, c'est le sommet. Qu'en Europe, tout est facile, qu'en Europe, on peut avoir une belle vie, qu'on ne souffre pas, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'en Europe, il faut travailler dur pour se vivre. Donc pour moi, quand j'écrivais, c'était pour sensibiliser ces jeunes filles et leur faire comprendre que c'est pas toujours rose. Voilà, c'est pas un rêve. Donc il faut travailler dur en Europe pour être quelqu'un. Ces gens qui viennent en Afrique distribuer de l'argent, comme dans le livre, le monsieur il a distribué de l'argent à la famille. Quelqu'un qui travaille, qui a travaillé, qui a fait ses études et qui a travaillé dur pour avoir de l'argent, ne peut pas venir en Afrique le dilapider comme ça. Tu as raison, j'avais juste une petite opinion à propos de ça, mais je pense que dans l'ensemble, en fait, tu as touché tous les points que je voulais que tu évoques. Et maintenant, le livre va de bas en haut, et je suis vraiment contente parce que tu parles du proxénétisme et je pense que tu parles du fait que le réseau soit, c'est pas un nouveau truc en fait, c'est tellement étendu, c'est tellement fort. Et ensuite tu vas sur le fait qu'on peut, c'est pas le proxénétisme, la prostitution, oui tu peux avoir des séquelles, mais à la fin elle finit par être infectée par le sida, elle ne peut pas se soigner. Donc, c'est une conséquence vraiment lourde. Et tu as évoqué le fait que malgré ces expériences et malgré que sa famille semblait être adoucie par sa situation, ça n'a pas empêché que ses parents, son père et sa tante l'aient rejeté dès qu'elle a dit qu'elle avait le sida. C'est une situation commune, à ton avis? Oui, justement, en écrivant cette partie-là, parce qu'en réalité, l'héroïne même du livre n'a pas le sida. Mais j'ai ajouté ça parce que j'ai constaté que les malades de sida sont parfois rejetés dans leur famille, le pays. Quand quelqu'un vient dans la famille et dit qu'il a le sida, parfois ils ne mangent pas dans les mêmes plats, on le rejette, quand il s'assoit. Donc j'ai voulu évoquer ça pour faire comprendre aux gens qu'on peut vivre avec un malade de sida. Il suffit qu'il soit sous ses antirétroviraux, qu'il soit sous traitement. Les malades de sida sont des personnes normales qui peuvent bien vivre en communauté. Mais au Cameroun, beaucoup plus, moi quand je montrais, quand on disait que quelqu'un avait le sida, tu as peur de la personne, tu te dis, oh, celui-là, non, je ne m'approche pas de lui. Donc c'est ça que je voulais un peu faire comprendre aux gens que malgré le sida, on est toujours rejeté par nos proches quand on a le sida, quand ce n'est pas une maladie. C'est certes une maladie incurable, mais on peut vivre avec le sida. Pas facilement transmissible si la personne prend soin d'elle. Oui. Et le livre finit sur une note où le journaliste remercie Lolita. Parce qu'à la fin, elle a la chance d'aller sur une émission, parler de son histoire. Et beaucoup de personnes à qui j'ai parlé se sont dit, l'histoire ne peut pas finir comme ça. Donc, avons-nous une suite ou est-ce la fin de Lolita? C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages, déjà qui me disent, mais non, Zazie, tu ne peux pas couper le moment là. Lolita doit finir avec Stéphane, elle doit rentrer au Cameroun. Mais j'ai dit non, Stéphane ne peut pas finir avec Lolita parce que Stéphane, il doit faire sa vie et tout. Lolita est malade et tout. L'histoire finit là, il n'y a pas de point de mort d'innocence 2. L'histoire finit à l'interview. Lolita va rentrer avec son fils au pays. Elle va essayer de se refaire une vie malgré tout ce qui s'est passé, élever son fils et tout. Je crois que j'aurais dû quand même faire un chapitre où je dis qu'elle rentre au Cameroun avec son fils, elle fait une vie normale, elle ouvre peut-être un petit restaurant comme elle avait pour ambition. Mais j'ai coupé là. Et quelque chose d'intéressant que tu viens de dire par rapport à Stéphane, tu as dit il doit faire sa vie continuer parce qu'elle est malade. Ne penses-tu pas que c'est une
c'est comme une position que tu prends toi-même en te disant ils ne peuvent pas être ensemble. Quand, par exemple, aux États-Unis, tu as des couples où l'un est infecté, mais ils sont toujours ensemble. Des fois, ils sont même capables d'avoir des enfants du moment que la personne infectée est suivie. Donc, ne penses-tu pas que tu es en train de prendre une certaine position? Mais là, je me mets dans le personnage de Stéphane. Okay. Là, je parle en tant que je suis dans la tête de Stéphane. Stéphane, il a souffert de Lolita lui a brisé le cœur pour son blanc. Et lui, il est resté au pays. Malgré ça, il a continué à être là pour elle et tout. Moi, je pense que Stéphane mérite, il mérite quand même. Il mérite d'avoir une belle femme. Il mérite d'avoir une belle femme. Comment? Il mérite d'avoir une belle femme parce qu'il a souffert. Et Lolita, il veut même revenir avec Lolita. Mais Lolita lui dit non. Je préfère franchement que tu fasses ta vie. Ça serait être égoïste. D'accord. Donc, tu as publié le livre. Tu sais que ton nom c'est Zazie, tu as dit que tu préfères aller sous Zazie, mais tu as aussi publié le livre sous Zazie. Pas tellement en tant que nom de l'auteur, mais le nom de la structure qui a publié ton livre. Non. En publiant le code de mon innocence, je n'avais pas encore implanté ma compagnie d'édition. Ok. Donc, mon livre a été publié, je l'ai fait en auto-édition. Ok. C'est moi qui ai publié le livre sur Amazon. Ok. Sur Create Space, au nom de Zazie. Okay. Mais mes prochains livres seront publiés par ma compagnie d'édition. D'accord. Ok. Et comment ce projet-là commence en train d'évoluer en ce moment? Actuellement, on est presque à la fin. On a juste des papiers administratifs. Bon, j'ai juste des papiers administratifs que j'essaie de faire signer de gauche à droite. Et le site internet qui est presque terminé. Okay. Le logo est fait. Et après, on sort les prochains livres. Ok. Et comment tu penses faire? Tout d'abord, en créant ta propre maison d'édition, quelle est ta vision? Moi, quand j'ai créé, d'abord, je me suis rendu compte qu'il y a de nombreux auteurs, là dehors, qui ont cette passion pour l'écriture, mais peut-être ils sont privés d'informations, ils sont privés de moyens financiers, peut-être qu'ils ont la mauvaise information. Donc, la Zazie Publishing INC est là, donc on va vers ces auteurs, on prend leur manuscrit, mais on ne prend que, parce que notre ligne éditoriale ne fait que dans des autobiographies basées sur des périodes, donc on le publie que ça. Mais mon objectif, c'est pas de m'arrêter juste à la publication des romans. J'ai envie de faire de la pub camerounaise, de porter la pub camerounaise sur une échelle cinématographique. C'est-à-dire que je publie les livres et je transforme les manuscrits en scripts. Et je soumets ces scripts-là à des maisons de production ici en Amérique qui peuvent les adapter en film. En fait, ça, c'est ça le projet général de ma compagnie. La vision. La vision. Ok. Et ta population target, puisque que vous allez aller vers des auteurs, est-ce que ce serait juste des auteurs africains ou des auteurs de par le monde entier? Juste des auteurs africains. Mais en particulier des auteurs camerounais, parce qu'on veut garder l'authenticité du jargon camerounais. Si vous avez lu le livre, quelqu'un qui a lu le livre, c'est pertinent que c'est camerounais qui a lu le livre. Parce qu'il y a des mots que j'emploie quand on veut au Cameroun. Donc c'est ce qu'on veut garder. On veut garder ce jargon-là. Même si on écrit le livre en anglais, il y a des passages des passages qui ont le jargon camerounais. Typiquement camerounais. On met juste la signification entre parenthèses. C'est ça qu'on veut. On veut en fait un film tourné en Amérique avec cette authenticité du Cameroun. Et ces films-là, tu vois des acteurs camerounais aussi? Pas forcément. Je vois bien Will Smith tourner. La scène je vois bien de Stéphane. Pourquoi pas.
Je vois bien un Will Smith dans la peau d'un Stéphane, là et tout. Ça me ferait plaisir de voir qu'un Américain qui tourne avec dans un jargon camerounais. Pourquoi pas? Ça sera vraiment une Ça, première. ouais, c'est ça. En fait, c'est la vision générale. Donc, je sais que tu as parlé de la maîtresse du ministre que tu es en train de vouloir publier dans, disons, le mois à venir. Oui. Est-ce que c'est le seul, c'est ton seul travail maintenant, ou est-ce que en ça, parce que je sais qu'il y a ça, il y a la maison d'édition, mais est-ce que tu travailles sur d'autres projets en parallèle aussi? Bon, là, actuellement, je veux dire que beaucoup de personnes me demandent, mais Zazie, comment tu fais pour écrire? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu vas à l'école? Comment tu fais? L'écriture, en fait, pour faire de l'écriture sur l'iPhone, il faut être excellent. Parce qu'il y a des milliers d'auteurs. Là, dernièrement, je regardais le classement de mon livre sur Amazon. Mon livre est 241. Donc, pour faire de l'écriture sur l'iPhone, il faut être excellent, il faut être Calix Béala ou je ne sais pas qui là. Donc, moi, en fait, je peux dire que c'est mon plan B. L'écriture et la maison de production, c'est un plan B, mais un plan A, j'ai fait des études pour avoir d'abord un travail qui peut me donner de l'argent. Et maintenant, avec cet argent, je réalise mon rêve. On peut continuer. Assez d'argent pour investir. Dans ma compagnie. Sinon, comment je vais faire pour créer ma compagnie si je ne travaille pas? Exactement. Et tu évoquais Calix Béala alors. Tu es une grande fan? Oui, je l'aime bien parce qu'elle touche du doigt les vrais problèmes. Mais elle a beaucoup été, parce que je sais qu'en grandissant, il y a eu beaucoup de presse sur elle, justement sur le fait que des fois, elle va tellement en détail, elle est tellement graphique que le public n'a pas nécessairement besoin de savoir. Et c'est l'une des théories que j'ai partagées avec ma partenaire où je me disais, c'est une voie que tu es en train de suivre parce que tu es aussi détaillé. Est-ce que tu n'as pas peur de ces mêmes critiques ou est-ce que tu penses qu'à cause de la différence de génération, peut-être les populations maintenant appréhendent plus ces idées-là? Je pense que Calix Béala est beaucoup plus dans du panafricanisme, la politique. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je le fais dans les autobiographies. Moi, je touche les problèmes, les vrais problèmes que vit la société. Mais elle est beaucoup plus dans les trucs du panafricanisme, la politique, dénoncer. Moi, je suis pas là pour dénoncer. Moi, je suis là pour dénoncer les mœurs de la société. Moi, je suis là pour parler du vrai quotidien. Ok, je comprends. Donc, tu as parlé de ton travail que tu fais et je sais qu'au tout début, tu as évoqué que tu es un ingénieur en technologie informatique. Comment tu vas de ça? D'abord, je veux qu'on touche un peu plus en détail ton cursus scolaire. Et comment tu vas de ça à être connue d'abord comme une écrivaine alors que ton gagne-pain principal, c'est en tant qu'ingénieur? Oui, en fait, j'ai un parcours assez zigzagué, si je peux dire. Parce qu'à la base, mon père était médecin, c'était un peu à son âme. Et à la base, mes parents ont toujours voulu que je sois médecin. Donc, en quittant le Cameroun en 2007, c'était pour faire des études de médecine. Et mais quelque part en moi, j'ai toujours su que c'était pas ça que je voulais faire. Mais malgré que je savais intérieurement que la médecine, c'était pas mon truc, j'ai quand même fait pour faire plaisir à ma famille. Je suis allée à l'école de médecine, j'ai fait 5 ans. Donc 4 années de médecine et 1 année de primaire. Mais c'était pas ma voie parce que même au lab et tout, je n'aimais pas ce que je faisais. Du coup, je suis arrivée aux États-Unis et quand je suis arrivée ici, mon objectif c'était de composer le fameux examen de MCAT et entrer à la faculté de médecine. Mais après, j'ai dit c'est maintenant ou jamais. Si je continue, c'est moi qui vais souffrir. Donc, j'ai dit à ma famille stop, je ne veux pas être médecin. Donc, ça a créé des amis et tout, mais après, ils se sont calmés. Ce que j'ai fait, c'est j'ai réévalué mes diplômes
là-dedans. Et je me suis inscrite à un cycle IT. Et je me sens bien dans l'IT. J'aime bien ce que je fais. Plus dans ta peau. Plus dans ma peau. Et en plus, ça n'a pas de rapport avec la littérature. J'ai jamais été. Quand les gens ils me disent que tu écris bien, je dis, moi, j'ai jamais fait de série littéraire. Moi, j'ai toujours fait des sciences et tout. J'ai jamais. J'étais pas en série A ou en droit. J'ai rien fait de littérature au lycée et tout. Donc, je pense que c'est juste un don. Juste un temps inné. C'est inné. Que tu as su explorer. Oui. Donc, comment as-tu eu le courage d'écouter cette voix-là qui te disait oui, c'est ça? Je pense que j'ai beaucoup refoulé, si je peux dire. Parce que ça a commencé quand j'étais en quatrième. J'ai écrit une rédaction, je me souviens, le professeur il a dit décrivez une histoire qui fait peur. Okay. Et moi j'ai raconté l'histoire d'un chat qui venait des forêts et qui était arrivé dans un village. Le chat il a dévoré tous les habitants du village. Okay. Il a juste laissé un petit garçon qui s'appelait Samson. Et le professeur il est arrivé, on a dit maintenant, je me rappelle très bien, il a appelé mon nom, il a dit Viviane Zier. J'ai lu, monsieur, il a dit qui vous a donné cette inspiration? Il me dit, moi en lisant votre copie, j'avais peur. Je me suis dit, mais ce chat va me dévorer. Et ce jour-là, mon professeur de français, on l'appelait Yor. Oui. Il n'a jamais donné 14 à quelqu'un à rédaction. Pour qu'il te donne 14, il fallait que tu sois. L'histoire soit fantastique. Mais il m'a donné 18. Wow. Et puis il m'a appelé à la salle des professeurs, il m'a dit, est-ce que tu as pensé à écrire? Parce que franchement, tu es doué. Et moi j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il me raconte là? Après j'ai continué, je suis allée en seconde, je suis allée en terminale. Mais au lycée, au collège, j'étais dans le club journal. Okay. J'écrivais des petites chroniques. En classe, j'avais des petits cahiers où j'écrivais des petites histoires. Je faisais lire à mes copines. Et à chaque fois, elle me dit, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Écris la suite, le prince, il a fait comment avec la princesse et tout. Et moi, je disais, ah, c'était juste pour rigoler. Il me dit, non, on veut lire la suite. Exactement. Et puis en terminale, quand j'ai eu mon bac, il y a eu un concours de philosophie qu'on avait organisé pour les provinces. Et j'ai participé au concours et j'étais parmi les meilleurs. Mais jusque-là, c'était juste comme ça. J'avais pas trop la tête et puis j'avais aussi mes parents qui me mettaient la pression. Parce que j'écrivais dans mes livres de maths, j'écrivais des petites histoires et tout. Et à chaque fois, mon père il disait, je veux pas des écrivains, c'est des fous qui connaissent bien, c'est des bêtes. Tu vois, écrivain, c'est pas un métier, ça, donc je ne veux plus voir tes trucs que tu écris partout. Tu dois être médecin. Du coup, j'ai toujours refusé ce truc-là. Mais quand je suis arrivée en Amérique, avec l'adaptation, le pays, le stress et tout, je suis tombée sur les chroniques sur Facebook. J'ai commencé à lire, je ne sais pas si tu connais, Chronique d'une rencontre dangereuse. C'est une Camerounaise qui écrit aussi super bien. Oui. J'ai commencé à lire. Quelqu'un avait partagé un chapitre. Je suis tombée sur ça, j'ai lu, j'ai dit waouh. J'ai cliqué sur la page Chronique d'une rencontre dangereuse. Elle est connue, elle a près de 18 000 fans qui la suivent. Et elle écrit le jargon camerounais. Exactement. Oui. Quand tu la lis, tu veux pas t'arrêter. Du coup, j'ai lu, j'ai dit waouh, c'est super bien écrit. Et puis je lui ai écrit, j'ai dit comment tu fais pour écrire? C'est simple, tu crées une page, tu donnes un nom et tu écris. C'est comme ça que j'ai créé ma page et à ce moment-là, j'étais stressée. Ici, j'étais stressée, j'ai mis le stress de et j'ai écrit mon premier chapitre, ma première chronique, je me rappelle, c'est un avenir incertain que je veux aussi publier parce que ça a fait un carton, tout le monde a adoré. Okay. Et j'ai écrit le premier chapitre, les gens ils m'écrivaient partout. Oh, mais vas-y, ça c'est. Faut continuer la suite, c'est quoi la suite, c'est quoi? Et moi, ça me fait bizarre parce que tu vois, tu crées des trucs dans ta tête, tu crées des histoires, des personnages, tu tournes des personnages. Et les gens, ils se battent. Quand je lis les commentaires, les gens, ils veulent s'entretuer dans les commentaires. Tu sais, tout attends, c'est juste un truc que j'ai créé dans ma tête. Vous n'avez pas besoin. Les gens, ils t'écrivent les longs messages.
Zazie, quand tu as écrit tel chapitre, tu as dit si, moi je suis pas d'accord avec tel personnage, pourquoi il fait ça? Je dis, bah attendez là, c'est juste une chronique. Donc du coup, ça fait aussi plaisir. Mais je pense que c'est quelque chose qui fait ton talent parce que, comme je dis, tu es tellement détaillé où tu incites en fait l'imagination de tes lecteurs. Oui, Tu vois, en te lisant, en fait, tes lecteurs ont cette habilité de se créer un film dans leur tête et pendant qu'ils lisent, ils ont les images et tu ne peux pas, juste pas couper comme ça. Donc, c'est normal que tu aies des commentaires qui te disent, quand j'ai lu le livre, Le poids de mon innocence, quand c'est fini, I was like, c'est quoi la suite en fait? Tu ne peux pas arrêter comme ça, c'est quoi la suite? Et tu as évoqué tes parents qui n'étaient pas vraiment, qui n'ont pas vraiment supporté l'idée d'être écrivain. Comment, ton papa, comme tu as dit, pas à son âme, il n'est pas là pour voir ton succès maintenant, mais d'un moment, il t'est proche. Quand il voit jusqu'où tu es allé, comment ils appréhendent ton succès imminent? Mes frères, parce que j'ai beaucoup de frères, mes frères, ce côté écrivain, je pense pas qu'ils étaient très au courant de ça, donc ils sont aussi surpris. Ils disent waouh, donc c'était sérieux, ils sont surpris que c'était sérieux. Mais pour ma mère, ma mère est quelqu'un de très pieux, elle est très pieuse. Okay. Du coup, pour elle, elle pense que le thème que j'ai choisi pour mon livre n'est pas approprié par rapport à l'église et tout. Donc, à chaque fois, quand tu écris des choses comme ça, tu vas à l'église, les blancs ils t'ont gâté. Comment tu peux écrire des trucs comme ça? Le thème il n'est pas bien. Je dis maman, c'est de l'art, c'est des choses qui se passent au Cameroun. C'est justement en fait ça, vous voulez toujours vous voiler le visage que ça n'existe pas, que ça n'existe dans nos têtes. Et pourtant, ça existe. Donc, il faut quelqu'un qui peut écrire pour que, puisqu'on ne peut pas parler, on ne peut pas en parler, au moins on peut lire. Si on peut lire, beaucoup de gens qui vont lire vont savoir maintenant que tu peux tomber sur un blanc sur Internet qui n'est pas sérieux, qui vient peut-être au Cameroun donner de l'argent à ta famille et tout, mais après, ils te vend à des réseaux de prostitution et tout. Donc, ma mère, elle n'est pas très emballée. Au livre parce que pour elle, le thème, on n'est pas allé voir. Ok. So, si c'est déjà comme ça au premier livre, avec les autres qui vont s'en venir. Bon, elle va s'y faire. Ok. Maintenant, je veux un peu shift sur le Cameroun là. Et te demander, que penses-tu que. Bon. Que penses-tu. Comment dire? Donner la question. On n'entend pas trop parler des écrivains camerounais. Ou quand on entend parler d'eux, ils ont déjà voyagé, ils sont sortis. Tu penses que quels sont ces facteurs-là qui empêchent des gens de se développer dans l'écriture au Cameroun, par exemple, ou qui les empêchent de se dévoiler comme écrivain au Cameroun? Je pense que ça vient d'abord c'est propre à l'Afrique. Parce qu'on sait tous qu'il y a peu d'Africains les Africains n'aiment pas la lecture. Parce que quand tu vois, même tu écris même un long post, je prends l'exemple sur Facebook, et tu mets un long post sur Facebook avec des informations, les gens ils te disent qu'est-ce que ça dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me résumer, je ne sais pas de quoi ça parle, est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi. Les Africains n'aiment pas lire. Ça c'est d'abord le premier problème. Les Africains n'aiment pas la lecture, du coup, l'écriture, le monde, et aussi ils ont idéalisé ce truc-là. En Afrique, on se dit qu'un écrivain, ils sont un peu méprisés. Justement, j'ai lu sur un post de Calix, sur Facebook, où justement elle évoquait ça et disait que les gens ont tendance à mépriser les écrivains parce qu'ils se disent que les écrivains, ils écrivent quoi? Qu'est-ce qu'ils écrivent? On a tendance à les mépriser. Pourtant, c'est des gens qui ont de grandes valeurs. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire et tout, elle a évoqué ça dans son post, elle a dit que est-ce qu'il y a un sportif qui reste dans l'histoire, dans les archives. Par contre, on peut trouver des grands auteurs africains
qui sont restés dans les archives. Exactement. Les gens ne considèrent pas les écrivains comme des superstars. Du coup, ils restent dans le noir. Ils se disent que je vais pas écrire. Et puis ça va aller où? Qui va me connaître? Ce n'est que de l'écriture, les gens ne lisent pas. Combien d'Africains vont là dans les librairies pour acheter des livres pour lire? Ils ne sont pas nombreux. Et aussi, tu penses que ta maison d'édition sera basée aux États-Unis. Mais penses-tu que tu pourras t'implanter ou implanter une branche au Cameroun ou en Afrique centrale? Parce que je sais que c'est aussi un manque des personnes qui vont publier la plupart du temps. Oui, justement, je suis en contact avec une maison d'édition au Cameroun. Il s'appelle les éditions Ikifria. Ok. Avec lesquelles je travaille parce que j'aimerais que c'est très difficile de commander des livres ici, envoyer en Afrique. Avec les librairies africaines, c'est compliqué, ils ne décochent pas le téléphone et tout. Du coup, j'ai besoin d'une maison d'édition basée au Cameroun qui imprime le livre au Cameroun. Oui. J'ai plus besoin, donc ils ont le livre, ils impriment sur place. Et ils font la promotion sur place. Okay. Et je pense qu'avec eux, si tout marche bien, on va travailler ensemble. Okay. Et ils ont des ramifications au Sénégal, au Gabon, au Côte d'Ivoire. Ok. Bon, ça te fait un bon réseau. Oui, ça me fait un bon réseau. Mais je suis beaucoup plus intéressée aussi par l'Europe. Parce que les Européens, ils lisent beaucoup. Dans Zazie, quel est ton plan d'action pour les 5 prochaines années? Pour les 5 prochaines années, déjà, je vais finir mon école. Ok. Tu as quel niveau maintenant? Là, maintenant, je suis en train d'appliquer pour un master en cyber security à l'Université of Maryland, l'Université of College. Oh, juste ici, ok. Mais en ligne. Ok. Et j'aimerais, dans 5 ans, je me vois bien CEO de mon propre compagnie. Peut-être avec 1 ou 2 films sur le marché, avec peut-être 10 livres publiés. Je sais que c'est même un professeur de philosophie disait toujours qu'il faut rêver à 200% pour réaliser au moins 100%. Donc je préfère dire 10 livres, même si c'est 5 livres que j'ai sur le marché dans 5 ans, c'est pas mauvais. Et surtout que c'est des versions françaises et anglaises, ce qui fera 10 livres. Oui. Donc voilà. Ok. Et tu penses qu'un jour tu pourras être écrivain à plein temps? Franchement, là, c'est une question assez complexe parce que l'écriture, ça demande beaucoup de temps. Il y a des écrivains qui sortent un livre tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est pas facile. Il faut être inspiré, ensuite il faut écrire. Et surtout, il faut écrire quelque chose qui captive le public. Parce qu'il y a des livres là qui sont publiés, mais les gens ils n'achètent pas, l'intrigue n'est pas peut-être intéressante. Donc le but n'est pas d'écrire et publier. Le but est d'écrire des choses qui vont captiver le public. Lorsque tu touches des trucs qui captivent le public maintenant achète et ça t'encourage à écrire. Moi, par exemple, c'est parce que j'ai écrit depuis des années. Donc, j'ai beaucoup de livres dans mon ordinateur, j'ai beaucoup de trucs que j'ai écrits. Donc, ce que je fais, c'est relire ce que j'ai écrit, corriger ce que j'ai écrit, regarder si l'intrigue passe avec mon thème et tout, voir si ça peut captiver le public, et puis je balance. Mais être écrivain en plein temps, jamais. C'est un truc que je vais faire en parallèle. En parallèle. C'est beaucoup de risques. C'est beaucoup de risques juste de se lancer dans l'écriture et d'en faire. Oui, c'est beaucoup de risques. Nous croyons en vous, ici à Afro en Action. Le premier livre, comme je dis, a fait un carton, ça fait juste à peine 3 mois. 3 mois, oui. Et vous avez dit sur Amazon, vous êtes à 240e place. Et nous savons qu'Amazon, 240, ça peut paraître plaisant, mais il y a des milliers de livres sur Amazon.
So, être à la 240e place, c'est vraiment un accomplissement en 3 mois. Donc, comme j'ai dit au début, j'espère vraiment que ce succès va aller au-delà des frontières américaines et toucher l'Europe comme vous voulez et peut-être aussi le Cameroun très bientôt. Donc, merci encore. Merci à vous d'être venu. C'était vraiment un plaisir d'avoir une conversation avec vous parce que de tout ce que vous dites, nous apprenons vraiment. Et on va essayer de rester en contact avec vous et voir comment vous évoluez. Merci. C'était un plaisir d'être sur Afro en action. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous vous invitons encore à partager cette vidéo pour faire la promotion de notre future étoile. Et aimez notre page, souscrivez à notre page YouTube et nous avons un blog qui viendra bientôt. Donc, abonnez-vous et suivez nos activités parce que nous avons encore plein d'interviews venant dans votre direction. Merci encore et je suis Venise. À la prochaine.